Voilà. Parce que du point de vue, du point de vue du Parlement, alors là, nous, je veux dire, on est heureux que maintenant vous soyez favorable à nous informer préalablement de tout, mais nous, on le découvre toujours dans la presse. C'est sans doute ce qui explique votre réaction, mais ma réponse est très clairement non. Ce n'est pas ce qui explique la rapidité de nos décisions. Enfin encore, je porte toute la responsabilité de ce que mes services ont fait. Et si j'étais à refaire, je referais exactement la même chose. Quand je suis alerté le 21 décembre, à la veille des fêtes de Noël, qu'éventuellement il y a une perte de recettes de 4,8 milliards, alors que je viens de faire 6 milliards d'euros d'économies, je ne vais pas commencer à faire un 20 heures pour dire aux Français, vous ne savez pas quoi, c'est dramatique, ça va mal. Dans le fond, je ferai une comparaison avec le médecin. Vous allez chez le médecin, il vous dit, il y a peut-être quelque chose. Il faut des examens complémentaires. Ce n'est pas certain. Faites quoi? Vous allez alerter votre femme et vos enfants, c'est terrible ce qui m'arrive? Je pense que ce serait ni humain, ni responsable. C'est exactement la même chose. Le ministre des Finances, il prend sur lui. Mais sur le sujet, Monsieur le ministre, de la petite alerte, excusez-moi, puisque je reviens sur, vous dites, je n'obtiens pas satisfaction sur le PLFR. Il y a quand même... Oui, non, mais il y a quand même d'ores et déjà une vraie question à laquelle, pour l'instant, enfin, de mon point de vue, que vous esquivez. L'objectif de tenir le déficit à 4,4% est impossible, est intenable, mais vous, je viens de le dire, vous continuez encore, pendant quelques jours, de tenir un discours où vous prônez un effort et où en même temps vous dites on fait le 4,4. Oui, et je referai exactement la même chose, monsieur le rapporteur général. Donc, de mon point de vue, je vous le dis, vous, pour le coup, vous persistez dans l'erreur. Ça se voit assez... Ça se voit et surtout, ça se comprend aisément. Non, je ne le pense pas. Parce qu'il faut à la fois une rigueur, vous l'avez dit, comptable, et une bonne tenue des comptes. Et on ne peut pas, à ce moment-là, avoir, je dirais, à la tête de l'État, donc c'est assez large, puisqu'on va arriver progressivement à la réunion où une fuite nouvelle sort de l'Élysée. On ne peut pas être sur un double langage par rapport à une situation qui se dégrade, et je le dis, qui va malheureusement, au cours des semaines et des mois qui suivent, jusqu'à l'automne, se dégrader très gravement. Mais comment peut-on m'accuser de double langage? Non, mais quand, le 8 janvier, à mes vœux, le 21 janvier, aux 20h de TF1, le 18 février, aux 20h de TF1, tout ça devant des millions de nos compatriotes, je leur dis le plus dur est devant nous. La situation est grave. Ensuite, vous me dites, est-ce que je pouvais dire les choses plus clairement? Je ne pense pas. Ensuite, vous me dites, mais il fallait immédiatement recaler les objectifs. Mais vous êtes attaché, monsieur le rapporteur général, à la bonne tenue des comptes publics. Du jour où vous commencez à baisser votre objectif en matière de déficit, vous baissez l'effort. Et c'est pour ça qu'il ne faut le faire qu'en temps utile. À un moment donné, quand on a fait beaucoup d'économies pour voie réglementaire, on dit stop. Mais c'était mon appréciation. Mais techniquement, c'était parfaitement entendable. Je pense que c'est politiquement que nous avons eu un désaccord. Politiquement, je pense que par respect du Parlement et surtout par souci de mettre la lumière sur le sujet des finances publiques. Bon, qui alors a pris la décision? C'est le Premier ministre? Et vous poserez une fois encore la question à ceux qui prennent la décision. Moi, j'ai défendu une position. Mais Monsieur le ministre, puisque vous n'êtes pas suivi, vous balancez personne en disant qui a pris la décision. Ne comptez pas sur moi mais c'est pas, pour me désolidariser bien sûr. de qui que ce soit, des hommes et des femmes avec qui j'ai travaillé pendant 7 ans. Mais ça, c'est logique. Donc s'il y a une question à poser sur un arbitrage qui a été rendu par des personnes sous l'autorité desquelles je travaillais, c'est à ces personnes-là qu'il faut poser la question. Cette espèce d'un peu de feu d'artifice d'autosatisfaction collective et solidaire sur votre action qui se paie, excusez-moi de le rappeler, au prix fort. Le prix fort d'une dette colossale et abyssale qui aujourd'hui pèse
sur tous les Français. Vous avez dit, le désendettement pendant 7 ans, le désendettement de la France a été mon obsession. Heureusement que vous le dites, parce que les faits, malheureusement, vous contredisent lourdement. Et je terminerai pour que chacun puisse, évidemment, je pense que certains sont relativement impatients. Vous avez dit dans l'introduction que le déficit à 6,1% du PIB en 2024 était, je vous cite, le choix du gouvernement actuel. Je dois dire que le 11 septembre, vous étiez toujours ministre, le Trésor prévoyait 6,3% de déficit en 2024. Donc, excusez-moi, monsieur le ministre, vous étiez alors en exercice. Je pense qu'à ce stade, vous ne pouvez pas vous exonérer de la responsabilité qui était la vôtre, puisque vous étiez toujours ministre en exercice. Je pense que nos concitoyens attendent aussi aujourd'hui autre chose que de se renvoyer parfois la balle avec quelques mauvais coups. La situation, je le redis, de notre endettement est très préoccupante et la situation de nos comptes publics, je l'ai dit, je le redis, non seulement elle est sérieusement dégradée, mais les comptes publics sont à la dérive et nous sommes donc en état d'urgence. Je redis. Pardon, monsieur le ministre. Il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas toute la matinée pour vous auditionner. Moi, j'ai toute ma matinée, monsieur le rapporteur général. Je suis à votre disposition. Alors, dans ce cas-là, je vais vous dire, si vous souhaitez prolonger, on aura une interruption, parce que ça n'est pas possible, nous, après 10h30, et parce que, on va se dire les choses, on a vu cette partie que vous évoquez, elle a plutôt été traitée lors de l'audition du mois de mai. Or, l'intérêt, pourquoi on a souhaité réactiver notre mission flash, c'est pour revenir un tout petit peu sur le début de l'année, puisque finalement, c'est là où il y a une véritable rupture. Le déficit du PLF 2024 annoncé à 4,4, confirmé au mois de février, confirmé au mois de mars, puis infirmé au mois d'avril, puis la dérive de ces comptes. Et les Français, comme la représentation nationale, ont besoin de vous entendre sur ce sujet. Pour être tout à fait honnête, le passé de l'été 2023, à cet instant, ne nous éclaire pas et n'est pas utile, je le dis, pour le débat, puisque ce sujet a été traité et, de mon point de vue, même purgé. Alors, d'abord, je ne suis pas à l'été 2023, je suis à l'automne 2023, donc j'ai un peu avancé, qui va... Monsieur le ministre, qui va piano va sano. Ne jouons pas sur les mots. Deuxième chose, l'idée, il y a deux aspects. J'ai trop entendu pendant des mois que le ministre des Finances avait raconté n'importe quoi, et ce n'est pas un jugement sur vous, hein, que les choses soient bien claires, que dès l'automne, il savait qu'il a trompé, pour ne pas donner ma vérité, pièce à l'appui. Et ma vérité, c'est jusque fin novembre 2023, tout était parfaitement en ligne pour tenir nos objectifs de finances publiques. Donc je me permettais juste ce petit arrêt sur image, et je vais avancer, c'est promis. Pour 2024. Pour 2024, je bascule sur 2024. Merci. Alors pour basculer sur 2024, je m'autorise quand même un tout petit retour sur cette fameuse note. Finalement, non, monsieur le ministre, vous nous proposez de revenir. Non, mais je vais avancer jusqu'au bout, oui. Ne vous inquiétez pas. Simplement, on ne comprend pas ce qui s'est passé en 2024 si on ne revient pas sur les événements de 2023. Et je suis ici aussi, après des mois où j'ai dû subir des attaques, des mensonges sur ce que j'ai fait, pour redonner un certain nombre d'éléments de vérité. On a eu l'occasion de vous le dire. Alors, je note avec intérêt qu'aujourd'hui, vous nous donnez plus d'informations sur cette période que lorsque l'on vous a auditionné sur cette période à la fin du mois de mai. Permettez-moi de m'en étonner. Je vais vous répondre de manière très pratique, monsieur le rapporteur général. C'est la première chose. La deuxième chose, si vous m'autorisez, lors des auditions auxquelles nous avons procédé, il a été dit à peu près par toutes les personnes auditées que, et vous ne l'avez pas évoqué, donc je vais vous donner l'occasion de vous exprimer sur ce sujet, que en dehors des estimations des grands organismes, organisations internationales, les agences de notation étaient ou laissaient entendre la
possibilité de transformer l'inquiétude en dégradation de la note de la France. Il faut le comprendre comme un lien de cause à effet. Et puisque vous êtes venu sur les chiffres, et parce que je souhaite qu'on avance vraiment dans l'année 2024, sauf si vous avez un certain nombre de révélations supplémentaires que vous n'aviez pas évoquées lors de l'audition du 30 mai, vous passez toujours sous silence. Et c'est un sujet qui préoccupe le Sénat depuis 2021, le sujet des reports de crédit, puisque vous nous expliquez effectivement plus, moins, vous oubliez, en tous les cas vous omettez de signaler qu'il y a un solde de crédit disponible dans le budget exécuté de 2023 qui vont, parce qu'ils passent sous les radars de l'autorisation du Parlement, vous les reportez au mois de mars, et excusez-moi, il y en a pour 16 milliards. Donc on se retrouve au moment où vous parlez avec un budget qui, finalement, pour l'année 2024, sera supérieur de 6 milliards au budget tel qu'il a été adopté au Parlement. Je peux vous faire une confidence, monsieur le rapporteur général? Je crois savoir que la confidence pourrait être révélée au public. Alors, je vais la révéler au public. J'aime beaucoup cette audition, parce qu'elle permet vraiment d'aller au fond des sujets. Et je pense qu'elle sera utile pour nos compatriotes. C'est la seule chose qui compte à mes yeux. 60 jours, vous avez parfaitement raison. Ça souligne la brièveté de cette dégradation qui me permet de parler de décrochage. Sur les reports de crédit, je vous donne le point. Bien sûr qu'avec le Covid, avec le plan de relance, 100 milliards d'euros, c'est normal qu'il y ait eu des reports de crédit un peu plus élevés que d'ordinaire. Mais oui, nous avons tiré sur la corde. Et ce n'est pas bon de tirer sur la corde des reports de crédit. Je vous donne le point là-dessus. Je pense que plus tôt on reviendra à la normale sur les reports de crédit, mieux ce sera. Tout simplement parce que j'en reviens à la relation de l'exécutif et du législatif. Ça dépossède le législatif de son pouvoir de législateur. Donc je suis tout à fait d'accord que sur les reports de crédit, nous avons tiré sur la corde. Il est bon maintenant de le corriger. Je mets juste là aussi en regard de cette situation le caractère exceptionnel du Covid, du plan de relance et des 100 milliards. Mais maintenant, revenons à la normale. Oui, mais monsieur, vous ne pouvez pas, quand même. Vous venez de nous dire que vous avez pris les mesures qui convenaient. Donc, dont un décret d'annulation de 10 milliards qui a fait du bruit. Il n'a pas fait du bruit pour des raisons anodines. C'est que, il faut le dire, c'est le plus gros décret d'annulation depuis des années. Enfin, il faut remonter très loin, vous devez avoir la date pour retrouver un décret d'annulation. Je vais vous donner tout ça. Je vais répondre à tout ça. Voilà, de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire presque la limite de ce qui est réglementairement faisable. Donc ça, c'est très rare. Et c'est très rare dès le deuxième mois de l'année. Parce qu'on peut comprendre des ajustements en septembre avec un décret d'annulation. Mais dès le mois de février, il y a un arrêt complet. Et vous dites 10 milliards. Alors, deux remarques. La première, c'est que quand on fait le solde de l'action, on met 16 milliards de crédits reportés, on enlève 10 milliards, on augmente le budget de 6 milliards. Tout le reste, c'est du... Voilà. Donc, il n'y a pas de mesure de freinage. Ou en tout cas, au final, la mesure de freinage est très, très insuffisante. Au final. Je vais venir aux mesures de freinage. Je rappelle juste que j'étais les seuls, et nous étions les seuls à appuyer sur la pédale de frein, avec le soutien du Sénat. Mais pour le reste, je viendrai aux positions. Pardon, mais le Sénat, oui, le Sénat, vous l'avez entendu, je vais en venir aux déclarations.